à toutes et à tous. Je vous propose de commencer. Il est 13 heures pile. Merci beaucoup à toutes les personnes qui ont répondu présent pour cet événement aujourd'hui. Pour me présenter brièvement, moi je suis Stéphanie Hervier, je suis une des fondatrices et la directrice générale de Medavise. Et en fait, en introduction, je voulais surtout vous expliquer pourquoi est-ce qu'on a organisé un live sur ce thème, pourquoi ce thème était important pour nous. Tout le monde ne le sait pas forcément, en fait, Medavise, on est situé à Vannes. On est situé à Vannes, dans le Morbihan. Donc, disons que notre position géographique crée de facto une vraie sensibilité aux déserts médicaux. Et je vous dirais que aussi, au-delà du Morbihan, en fait, plus globalement en Bretagne, on ne compte plus les villages avec des banderoles à l'entrée qui recherchent des médecins. Donc, ce sujet vraiment de l'accès aux soins et de comment permettre de faciliter l'accès aux soins avec le digital, c'est quasiment une des raisons d'être de Medavise. Et du coup, ça a peut-être semblé quasiment contre-intuitif, mais en fait, notre société n'est pas tant fondée sur le T de technologie que sur le T de la territorialité. On veut vraiment rapprocher patients et médecins et que la technologie soit en fait au service de la territorialité des soins. Donc voilà comment est-ce qu'on en est arrivé à l'organisation de cet événement. Et je passe la parole à Denis Silver qui a accepté de s'occuper de l'animation, du déroulé de cet événement avec nos trois invités pour l'occasion. Merci beaucoup Stéphanie. Vraiment, c'est une joie. J'ai été ravie de me plonger dans ce sujet à cette occasion. Alors, comment allons-nous procéder? Je vais brièvement présenter les trois intervenants. Ensuite, je vais situer le problème. Et puis, nous aurons le plaisir d'entendre une mini-déclaration de chacun des trois intervenants. Et pendant tout ce temps, vous pouvez commencer à envoyer dans les questions et réponses ou dans les chats. C'est difficile de vous contraindre uniquement à écrire dans les questions-réponses, donc vous avez le choix. Et nous allons intégrer les questions dès que possible. Et s'il n'y en a pas, nous en aurons. Mais disons que la moitié du temps sera probablement dédié à l'échange. Donc, je commence par Dominique Dumont, qui est le maire de Fercé-sur-Sarthe, une commune de 600 habitants. Il est vice-président de l'Association des maires ruraux français, pour laquelle il est chargé des questions de santé et accès aux soins. Alors, vous avez sûrement vu ou entendu récemment dans l'actualité que ça a été le 50e anniversaire de l'AMRF, son association, parce que ça a été l'occasion de faire des communiqués, des interviews, justement à propos du sujet de l'accès aux soins. Et j'adore vraiment tout le travail que j'ai pu trouver sur Internet, qu'ils ont produit, des études qu'ils ont entreprises. Guillaume de Duras, qui passera en deuxième, vous êtes un homme de campagne d'Ozon, commune de 897 habitants, et vous êtes contraint pour des raisons de santé personnelle d'être souvent à la ville, où vous êtes consultant dans l'univers de l'e-santé. Vous êtes notamment le créateur des universités des déserts médicaux et numériques, dont nous aurons l'occasion de parler. Ensuite, le docteur Sylvain Lelibou, qui avait un projet depuis ses études médicales de revenir à Valençay, où elle est médecin généraliste libérale depuis 1994. Alors là, la population est plus grande, c'est 2350 personnes, et vous nous avez dit que vous soignez environ 1800 de ces personnes. Et vous avez pourtant trouvé le temps non seulement d'être avec nous aujourd'hui, mais d'être secrétaire général des généralistes de la CSMF, vice-présidente de l'Inter-CPTS 36, présidente de la CPTS du Bois-Chaud-Nord et coporteuse du projet SAS 36. Alors, juste avant de vous parler de ces déserts médicaux, nous avons une question pour ceux qui sont parmi nous. Alors, notre responsable technique, Rita, a flashé une question. Vous allez répondre. D'où participez-vous à ce webinaire? D'une commune rurale, d'une petite ville, d'une ville moyenne ou grande? Donc, nous, l'hôte et les panélistes, nous ne pouvons pas voter, donc nous n'allons pas biaiser
la réponse. Donc, Rita va nous dire lorsque tout le monde a rempli et elle va l'afficher pour que nous le voyions ensemble. Ah, quand même. Donc, nous avons eu, tout le monde n'a pas voté. Je signale qu'il y a eu des abstentions sur cette question. Donc, nous avons 73% de villes moyennes ou grandes, petites villes 13 et 15% néanmoins de communes rurales. Très bien. Donc, ce que je voulais vous dire, que ça correspond à cela, nos speakers représentent les régions qui ont fait naître le terme déserts médicaux. Ils travaillent dans des zones géographiques à faible densité de population qui ensuite entraîné une densité encore plus faible en professionnels de santé. Les zones peu denses en population représentent 18% de la population de la France et 63% du territoire. À cela, on peut ajouter le fait que les déserts médicaux ne sont pas limités au milieu rural. L'Île-de-France est la région la plus densément peuplée du pays. Elle est, selon une étude de l'URPS, le premier désert médical en métropole. En seulement 18 mois, à un moment donné, récemment, la région parisienne a perdu près de 500 médecins libéraux. Entre le 1er avril et le 1er novembre 2020. Et 30% des médecins généralistes en région parisienne ont plus de 65 ans, donc ils pourraient partir d'un instant à l'autre. Et il s'ajoute deux autres défis qui complexifient notre question, c'est les zones blanches. Nous avons pu lire qu'il y a eu des efforts, que près de 80% des zones blanches sont censées avoir basculé en 4G à la fin 2020. Je ne sais pas si c'est vécu comme cela. Et puis, il y a la fracture numérique. Certains ont pu lire un article cette semaine sur l'électronisme ou inhabilité à utiliser les moyens numériques pour 12 ou 13 millions de personnes, quelle que soit la raison, les ressources, l'incapacité générale et l'âge. Donc, la question qu'on peut poser, c'est comment travailler sur tous ces facteurs. Quelles solutions sont nécessaires? Elles sont multiples. Quelle est la part de l'organisation des professionnels entre eux, de nouveaux modes d'exercice, de nouvelles répartitions de leur activité entre professionnels? Quelle est la bonne répartition géographique? Et seulement à ce moment-là qu'on peut dire quelle est la part de l'e-santé et des ressources numériques dans ces solutions pour faciliter une meilleure coordination du temps des professionnels et pour renforcer le lien entre le patient et le professionnel. Donc, nous allons commencer par Dominique Dumont. Comment voyez-vous, en fait, quel est l'impact de cette situation de déserts médicaux sur votre vie au quotidien et quelles seraient les solutions que vous préconisez? Écoutez, merci de m'avoir permis de m'exprimer ce midi et merci de cette présentation. Écoutez, la Sarthe, comme quelques départements ruraux, subit cette difficulté d'accès aux soins déjà depuis de nombreuses années. Et donc, on constate, comme la Nièvre, par exemple, ou d'ailleurs l'Indre, voilà, ce sont des départements qui sont très touchés, la Mayenne, l'Eure-et-Loir, ou les départements d'outre-mer, où la Guyane est en rétention également. Et on voit qu'avec le temps, en étant un des premiers départements touchés par cette difficulté, l'impact que ça a sur l'ensemble du parcours de soins. Aujourd'hui, par exemple, on constate que les urgentistes, qui sont un élément clé pour que les concitoyens se sentent rassurés et accompagnés, commencent à manquer d'une manière très prégnante dans les départements les premiers touchés par les désertifications médicales pour de multiples raisons, mais la raison essentielle, c'est que le poste d'urgentiste dans des départements comme ça est très peu attrayant, car l'urgentiste se retrouve à accueillir aux urgences des patients sans médecin, qui sont très nombreux. Pour la Sarthe, on est à 10-12% de la population sans médecin traitant, et qui ont donc d'autres solutions que d'aller aux urgences. Donc les urgentistes boudent un peu notre département. Et là, aujourd'hui, on a dans un département de 550 000 habitants, un seul service d'urgence qui fonctionne vraiment, qui est au Mans, et les autres qui, une ou deux journées dans la semaine, réussissent à ouvrir leur accueil et accueillir des patients.
Donc, ça crée évidemment des tensions, des difficultés. Ça réduit d'autant l'espérance de vie dans certaines pathologies, dans des accidents de la circulation ou des arrêts cardiaques. Mais ça a également un effet négatif, c'est que par effet ricochet encore, hein, les médecins généralistes qui s'absentent, les urgentistes en tension, ça met à mal l'organisation des secours, ambulanciers privés, sapeurs-pompiers et SMUR, qui aujourd'hui, lorsqu'une intervention a lieu, mettent 2 heures, 2 heures et demie à faire l'aller-retour aux urgences avec leur véhicule, alors qu'il n'était qu'1 heure ou 3/4 d'heure lorsque les hôpitaux périphériques assuraient les urgences. Et donc, ça met à mal l'organisation des secours. Et par exemple, on se retrouve avec une baisse du nombre de pompiers volontaires parce que lorsqu'ils quittent leur emploi, ce n'est plus pour 1 heure, mais pour 2-3 heures, ou avec des tensions familiales et l'épouse ou le mari qui est sapeur-pompier se doit de faire des choix pour éviter de mettre à mal l'équilibre familial. Donc, on voit bien que pour les premiers départements touchés, tout ça impacte durement l'ensemble du parcours de soins et le modèle de société sur lequel, qui a été construit, sur lequel normalement nos relations étaient équilibrées. Et donc cette situation s'aggrave de mois en mois. On voit donc grandir le nombre de patients sans médecin traitant, mais on voit aussi que des départements qu'on imaginait encore il y a quelques temps préservés sont touchés par cette situation. Le littoral atlantique, par exemple, avec des communes plutôt touristiques qui voient aujourd'hui leurs médecins traitants partir en retraite et non remplacés, qui crée évidemment des tensions. Et on voit que dans 1 ou 2 ans au maximum, les territoires qui n'auront pas de tension en termes d'accès aux soins sont très rares et que globalement, ça va toucher l'ensemble de notre pays, au niveau métropole, mais dom-tom également. On sait également que cette situation ne va pas s'arranger dans les 8 prochaines années et que c'est que dans 8 ans qu'on verra certainement la courbe au moins plafonnée à la baisse, toujours, mais plafonnée, et peut-être dans les années qui suivront une progression lente, mais certaine du nombre de médecins arrivant sur le marché. Là, en parallèle de ça, on sait que le temps médical est toujours de plus en plus réduit, avec des jeunes qui arrivent après leur internat et qui souhaitent, et on sera à leur place, on fait pareil, je pense, avoir une vie de famille et ne pas rester 60 à 70 heures en consultation, mais aussi avoir une vie privée équilibrée. Et puis un vieillissement de la population qui va continuer à s'accentuer. Hein. Et puis évidemment une population globale au niveau de notre pays qui augmente. Donc on voit bien que tout ça nous laisse peu d'espoir pour que les choses puissent s'arranger à moyen terme et qu'il va falloir trouver des pistes de solutions pour essayer d'apporter un peu de réconfort et peut-être faire en sorte de limiter la crise qui de toute façon arrivera, car aujourd'hui il part 4 médecins en retraite pour 2 médecins qui arrivent, et que sur ces 4 en retraite, la plupart faisaient 60 heures, et que les 2 qui arrivent n'en feront qu'une quarantaine, ce qui est déjà beaucoup aujourd'hui. Donc on voit bien que de toute façon, mathématiquement, ça ne marchera pas. Et on voit que le gouvernement aujourd'hui s'appuie un peu sur le numérique pour nous donner de l'espoir. Alors bien sûr, on l'entend, mais on sait très bien que ça ne réglera pas tous les problèmes. Il y aura certainement aussi la possibilité d'ouvrir la porte aux infirmiers, aux kinés, aux pharmaciens pour peut-être en amont de la consultation faire un travail qui libérera un peu de temps médical aux médecins généralistes qui resteront et qui pourront accueillir les patients. Et puis on voit aussi que le numérique est quand même un outil fragile. N'oublions pas qu'en milieu rural, à peu près la moitié de la fibre qui desservira les citoyens est sur des poteaux en bois qui tombent au moindre coup de vent. Il ne faut pas qu'on oublie ça, c'est quelque chose, c'est une belle technologie, mais la technique sur laquelle elle est basée est fragile. Et lorsqu'on voit que on veut à tout prix nous faire passer l'éducation, le service au public, la santé, faciliter l'hospitalisation à domicile à travers le numérique, je suis fort inquiet, car je me dis qu'à la prochaine grosse tempête. Nous commençons déjà à avoir des questions, donc les personnes qui les ont posées sachent que je les ai bien notées et on y viendra dès qu'on aura terminé le petit tour des intervenants et Stéphanie. Voilà. Donc, et merci pour vos gentilles remarques dans le chat. Merci Dominique. Alors, je passe à Guillaume. Guillaume, il y a l'aspect, ça a un impact directement sur votre vie de devoir vous déplacer et ont besoin d'un spécialiste qui n'est pas tout à côté.
Mais surtout, on aimerait savoir, je pense qu'il y a eu deux ou trois séances, deux séances des universités des déserts médicaux et numériques. J'ai eu l'occasion d'aller à la toute première. Quels étaient les points forts qui ressortaient comme solution et où est-ce que vous aimeriez que la solution démarre? Si vous aviez les pleins pouvoirs, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Bonjour à tous. Si j'avais les pleins pouvoirs, ça me rappelle si j'étais président. Je pense que pour entrer directement dans le vif du sujet, sauf ce qui vous rappelle ce que sont les universités des déserts médicaux et numériques, c'est de la double peine. En fait, on pense, parce qu'il faut quand même le dire, on pense que le numérique, et nous sommes persuadés que le numérique peut apporter beaucoup de solutions, évidemment, c'est une technologie, quelque chose dont il ne faut absolument pas se priver. C'est un moyen, ce n'est pas une fin en soi, c'est un moyen. Ça ne remplacera pas le médecin, mais ça peut déjà accélérer, réduire les distances dans les déserts médicaux. Et le constat était que en fait, les zones des déserts médicaux correspondent aussi à des zones où le numérique est absent, où ne va pas bien. On parlait de la fibre tout à l'heure, vous avez raison, mais la 3G passe même pas partout, la 4G, j'en parle pas, et on va supprimer, il était question de supprimer les réseaux Antares qui aident les gendarmes et les pompiers sur le terrain. Donc voilà, c'était en fait, oui, c'est un formidable outil pour rentrer directement dans le vif le titre de la séance, pour pallier l'absence de professionnels de santé sur place, localement. En revanche, ça pour le moment, est-ce que ça ne marche que pour les personnes qui sont hyper connectées? Je ne sais pas. Je pense, si je suis là avec vous aujourd'hui, c'est parce que j'ai migré vers une ville où il y a Internet, parce que je suis à moins de 1,5 méga chez moi. Donc, voilà, ça a été épinglé. Il y a eu un rapport. Il y a eu une audition il y a 2 jours à la commission du Sénat sur les fréquences de la 5G et la Cour des comptes a rendu son rapport, et effectivement, satisfaisant de certaines parties, mais il y a encore beaucoup de zones qui ne sont pas couvertes et on demande à l'ARCEP de faire un peu plus la police. Et tant qu'il n'y aura pas une couverture numérique sur le territoire national, on ne pourra pas faire de la e-santé, la télésurveillance, l'hospitalisation à domicile et plein de choses. Les premières universités, oui, comme tout le monde, les premières universités et les deuxièmes et la troisième a été bloquée par la crise sanitaire. Ça a permis de réunir des gens qui ne se parlaient pas avant. Et d'ailleurs, l'association des maires ruraux est invitée. Mais avec des professionnels de santé, des informaticiens, des patients, des gens des ARS. Et la question était, en fait, on revient à chaque fois, c'est qu'est-ce qui fait qu'on va attirer des gens dans les déserts médicaux ou dans les zones sous-denses, parce que les déserts médicaux, ça ne plaît pas toujours, je vois qu'on revient sur la question, mais la sémantique a essayé de régler le problème, mais ça ne marche pas, ça revient. Ce n'est pas forcément de donner des incitations financières. Enfin, docteur Ledibou est là, il le dira sans doute, mais on voit bien que les gens n'ont pas forcément envie de gagner peut-être un peu plus d'argent. C'est un cadre de vie et qu'on a un peu aussi, et ça l'avait dit pendant les universités, les colloques, les médias parfois sont responsables du fait d'avoir un peu ostracisé les territoires. On a l'impression on a là aussi voulu changer les termes de province pour territoire. On s'est dit ça va être moins tristounet, mais en fait, quand même, c'est des endroits perdus, il fait froid l'hiver, voilà, on va s'occuper que de gériatrie. Enfin bon, il y a aussi quelque part le fait qu'on a l'impression que ce n'est pas intéressant. Et la crise sanitaire a peut-être basculé un peu les choses parce que les Français, comme le rappelait Jean Castex la semaine dernière, quand il a voulu, il est venu à votre congrès le 24 septembre dernier, a dit qu'effectivement 80%, 86% des Français trouvaient que la province ou les territoires étaient une bonne chose, plébiscitaient la vie à la campagne. Et, bon, mais c'est pas tout. On m'a dit chez moi, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qui fait qu'on va venir s'installer? On sait que
l'incitation financière, c'est presque facile de faire ça, ça évite le problème de réfléchir à une organisation, à un cadre de vie, à un projet familial, avec une école, moi je travaille dans un comité d'attractivité d'un département, et on se dit, voilà, mais j'ai des jeunes médecins qui sont là et qui me disent, mais moi c'est sympa, effectivement, mais si j'ai pas quelqu'un avec qui je peux sortir le soir, ça va pas m'aider non plus. Je veux dire, c'est pas une punition. C'est pour ça qu'aussi la coercition n'est pas forcément une solution. Il ne faut pas que ce soit une punition que d'aller faire 2 ans dans un endroit qui est normalement dit sous-dense, reculé, et voilà. Et à la fois, y aller, c'est être débordé. Je parlais ce matin avec une orthophoniste qui disait que sa collègue avait 3 ans d'attente dans le Lot-et-Garonne, 3 ans d'attente quand vous avez des enfants qui ont des problèmes d'élocution, de bégaiement. Comment est-ce que vous voulez faire pour gérer cette situation? Alors, je ne parle même pas, évidemment, des autres spécialités. Effectivement, je suis obligé d'aller voir des médecins ailleurs, à Paris, dans des grandes villes, parce qu'il n'y a pas de spécialistes non plus. Alors, est-ce que la e-santé va apporter une accélération dans l'accès aux soins? On l'aimerait beaucoup, évidemment. Je suis allé sur une plateforme en ligne et j'ai vu qu'il y avait prendre un rendez-vous avec un cardiologue, c'était aussi 5 mois d'attente. Alors c'est un peu long pour un cardiologue. Voilà, ça ne peut fonctionner dans le sens que s'il y a de l'interopérabilité, que s'il y a un succès dans ce que va mettre Dominique Pont, on aura le tournant en place avec l'espace numérique de santé, que les applications seront correctement développées, et je suis absolument pour la e-santé. Qu'il faut que les médecins les adoptent, et pour cela, il faut aussi qu'on les forme pour ça. Et je vois, vous dire aussi, mais il faut du temps, et il faut que les logiciels métiers soient améliorés, soient peut-être plus ergonomiques, qu'ils forment les patients, les médecins, pardon, et puis que les patients soient formés. C'est la question de l'électronisme dont nous sommes très vigilants, puisque je travaille sur un groupe de travail au ministère de la Santé sur la question. Et quand bien même nous aurions tous l'accès à des applications de santé, un logiciel, quels sont les Français aujourd'hui qui sont capables de l'utiliser, et comment est-ce qu'ils pourraient le faire? Voilà, il y a plein de sujets. S'il faut retenir quelque chose, c'est qu'on évolue sur les fractures numériques, parce qu'on a beaucoup parlé des problèmes de l'accès à Internet. Il est toujours important, mais effectivement, il y a des gens qui ne sont pas du tout à l'aise avec l'Internet, et dans la santé, c'est problématique. C'est problématique pour les démarches en ligne, pour les allocations familiales, pour les impôts, il y a plein d'autres choses. Et puis, je pense que le financement, c'est bien, il y a beaucoup de financement en ce moment, c'est très bien, mais c'est peut-être facile. Il faut qu'on réunisse les gens autour d'une table et une grande convention, et qu'on décide, voilà, qu'est-ce qu'on fait? Qui a envie de faire quoi? Et voilà, je pense que le plus dur, c'est de trouver une organisation, c'est trouver des bonnes volontés, et surtout tous se parler, parce que comme vous l'avez déjà évoqué, il y a pas mal aussi de cloisonnement encore. C'est pas seulement hôpital ville. Ville, on oublie de dire que c'est la campagne aussi, parfois c'est un peu réducteur, mais voilà, il y a aussi parfois dans les syndicats, dans plein de choses, des choses qui ne sont pas évidentes. Voilà. Merci Guillaume. Alors, Sylvaine, j'ai beaucoup aimé les mesures que vous avez mises en place pour modifier, pour faciliter votre exercice. Bon, commençons par votre exercice. Je pense que vous travaillez de 8h à 20h minimum tous les jours. Oui, alors moi, je suis installée à Valençay donc depuis 26 ans. Mais mon exercice actuellement est complètement différent de mon exercice il y a 26 ans. Bon, alors il y a 26 ans, je n'étais pas dans un désert médical. Alors, je n'aime pas du tout ce terme désert médical. Je préfère un territoire où on se bat. Mais il y a 26 ans, on était 5 médecins à Valençay. Et là, maintenant, on n'est plus que 2. Donc, on pourrait penser que c'est plus difficile actuellement. Et en fait, pour moi, non, parce que j'ai changé complètement mon organisation. Donc déjà, je voulais parler des communautés professionnelles territoriales de santé. Donc moi, je suis présidente de la CPTS du Bois-Chaud Nord.
Ces CPTS ont été créées il y a très peu de temps, il y a 2-3 ans. Elles sont nées de la loi santé 2016 et elles ont été faites pour optimiser l'organisation entre les professionnels de santé libéraux dans les territoires. Et dans la région Centre-Val de Loire, qui est une région enfin, très déficitaire, et l'Indre, un département encore plus déficitaire de la région Centre-Val-de-Loire, on s'en est emparé parce que je pense que on a pensé que c'était une solution pour améliorer nos conditions d'exercice. Donc moi, ma CPTS, vous savez que les CPTS, il y a 4 tailles différentes. Donc moi, chez la taille 1, la plus petite CPTS, on a quand même une centaine de professionnels de santé libéraux, donc médecins, pharmaciens, infirmiers, kinés, podologues, sages-femmes, et une centaine donc, de professionnels libéraux pour 31 000 habitants à peu près. Alors, une des missions socles des CPTS, c'est d'améliorer l'accès aux soins. Et un des premiers axes, c'est d'essayer d'inciter les médecins à employer des assistants médicaux. Ça, je milite pour ça parce que depuis 2 ans, j'ai une assistante médicale et ça a complètement changé mon mode de fonctionnement. Avec une assistante médicale, on gagne du temps médical, c'est-à-dire qu'elle est là pour faire tout le côté secrétariat, faire, entre guillemets, la paperasse, les bons de transport, les arrêts de travail. Elle est là aussi pour prendre du temps quand les personnes âgées prennent du temps pour se déshabiller, prendre la tension, les peser. Et en fait, nous, on est là simplement pour notre acte purement intellectuel, médical. Et ça permet mécaniquement de voir entre 15 et 20% de plus de patients par médecin sans faire vraiment beaucoup d'efforts, quoi. Donc, ça améliore nettement l'accès aux soins. Dans ma CPTS, on est déjà 3 médecins à avoir embauché des assistants médicaux et on ne regrette pas du tout. Et je pense qu'il faut absolument développer ça. Donc ça, c'est un premier axe à court terme. Un autre axe à court terme, c'est effectivement la télémédecine. Mais moi, je pense qu'il faut plutôt parler de e-santé professionnelle, entre professionnels. Donc déjà, par exemple, les téléconsultations assistées, où une infirmière ou un professionnel de santé est à côté d'un patient à domicile ou en EHPAD. Et donc, c'est en général une infirmière qui peut prendre l'attention, qui peut interroger le patient. Et nous, on est dans notre bureau, devant l'ordinateur, et on a une réponse. On peut préparer une ordonnance, lui donner un conseil. Donc ça, déjà, ça fait gagner énormément de temps parce que ça évite de faire de nombreuses visites à domicile. Il y a aussi toute la coordination entre les médecins généralistes et les paramédicaux, donc infirmières, kinés, où on peut communiquer par des SMS sécurisés. Et ça nous fait gagner aussi énormément de temps. Tout ça, on l'a mis en place dans ma CPTS et ça améliore nos conditions d'exercice. Le troisième axe, mais là c'est plus à moyen terme, c'est évidemment de recevoir les internes en médecine et les externes. On est un département dans l'Indre où on a la proportion de médecins généralistes, la plus grosse proportion de médecins généralistes qui reçoivent les internes au cabinet. Et en fait, on s'aperçoit que les internes, quand ils sont en rural, ils aiment ce type d'exercice parce que moi, je veux absolument montrer que la médecine générale actuellement, c'est plus du tout ce que c'était. C'est plus du tout ce que oui, c'est complètement différent de ce que c'était il y a 25 ou 30 ans. C'est complètement différent. On travaille quand même moins d'heures, on a des gardes, des astreintes. Moi, dans ma CPTS, j'ai organisé des plages horaires de soins non programmés. Donc, tous les jours de la semaine, entre 17 et 20 heures, il y a toujours un médecin d'astreinte, ce qui permet aux autres médecins de finir plus tôt s'ils le souhaitent. Ils ne sont pas obligés, mais s'ils le souhaitent, ils savent que, voilà, tel jour, il y a tel médecin d'astreinte. Et ça, les internes sont très, très intéressés par ce mode d'organisation qui est à développer. Et puis évidemment, bon, à long terme, ça c'est plus un combat de mon syndicat, les généralistes CSMF, hein, c'est le cabinet 2030. L'avenir, c'est en fait de centrer, enfin, le médecin doit être centré sur son expertise médicale, travailler avec donc, des secrétaires, des assistants médicaux, des infirmières de pratique avancée pour pouvoir avoir plus de patients. Il faut savoir qu'en France, un médecin en moyenne a 850 patients. Moi, dans mon département, c'est 2000, mais en Allemagne, c'est 3000. 3000 parce qu'en fait, eux, ils travaillent déjà comme ça, avec des assistants, des secrétaires, des infirmières.
Et je pense que l'avenir, c'est ça, en fait. Ça va être une façon de gérer la pénurie médicale. La pénurie médicale, on l'a subie. Il y a eu des mauvais choix politiques il y a 25 ou 30 ans où on s'est dit moins de médecins, moins de dépenses. Et nous, maintenant, on le paye actuellement. Mais bon, voilà, c'est comme ça. On est bien obligé de s'adapter. Et je pense qu'une façon de s'adapter, c'est voilà, tout ce qu'on essaye de mettre en place. En tout cas, les professionnels de santé libéraux se battent dans les territoires comme le mien. J'espère qu'on réussira. Déjà, on a quelques internes qui se sont installés dans le département. C'est vrai que quand j'avais interviewé en préparation le docteur Lelibou, j'étais enchantée de voir qu'elle a réussi à mettre en pratique tout ce que l'on lit sur ces décisions administratives de création de CPTS, d'embauche d'assistants, et que ça marche, et qu'elle est là dans une commune de si faible nombre, et on n'a jamais eu de difficulté. Bon, je touche du bois pour se connecter. Donc, bravo. Alors, on a peut-être 20 questions. Donc, on va essayer d'entrer de suite. Et tout à l'heure, Stéphanie pourra nous parler de ce qu'elle avait à nous dire. Donc, la toute première question, c'est Anne-Laure Mercier. Les mesures prévues dans le PLFSS en faveur de la télésurveillance, est-ce que vous les voyez comme une réponse ou plutôt une source de point de vigilance? Sylvaine en a un peu parlé. Sylvaine, comment vous situez la télésurveillance? Que je revoie la question. Oui, la télésurveillance, tout ce qui peut permettre la coordination entre les médecins et les paramédicaux va améliorer l'accès aux soins, mais il ne faut pas que ça soit en fait une délégation de tâches sauvage. Il faut que ça soit en coordination. Tous les professionnels doivent travailler ensemble, chacun à sa place. Le médecin doit garder quand même le diagnostic et la responsabilité, mais on doit travailler en coordination, c'est sûr. Donc la télésurveillance en lien avec les médecins. Il ne faut pas que ça soit tout et n'importe quoi. J'ai juste une question moi-même à ce propos, parce qu'on parle toujours du fait que les médecins n'ont pas été formés à X, Y et Z. Ils n'ont pas été formés à faire des emails. Ils n'ont pas été formés à faire de la téléconsultation. Lorsque, Sylvain, vous avez appris l'existence des CPTS, de ces possibilités, est-ce que vous aviez besoin d'une formation ou vous avez simplement pris les différents éléments d'information et pour créer la CPTS ou pour faire partie ou créer le CPTS, pour savoir comment vous allez gérer une assistante, tout ça? En fait, oui, nous, enfin, dans la région Centre-Val-de-Loire, les unions régionales des professionnels de santé libéraux ont tout de suite compris que les CPTS, ça pouvait avoir un impact important et nous ont financé au départ des coordinatrices qui nous ont aidé à monter ces projets. Et ça, c'est uniquement dans la région Centre-Val-de-Loire où ça existe. Et c'est pour ça qu'en fait, toute la région est maillée de CPTS parce qu'on nous a aidés. Donc moi, par exemple, ma coordinatrice, c'est une jeune femme de 30 ans, Bac plus 5, qui a un diplôme en santé, le droit de la santé. Enfin, c'est quelqu'un qui a pu faire un projet de santé parce que les projets de santé qu'on est obligé de signer avec les agences régionales de santé, c'est 50 pages, on n'a pas le temps de le faire, quoi. Donc là, nous, on a 4 ou 5 points à développer et donc la coordinatrice a fait ce que l'ARS demandait, quoi, de la paperasse comme d'habitude. Mais bon, il fallait faire ce projet de santé pour avoir les financements. D'accord. Alors, Dominique, je pense que vous avez une oreille attentive à ce que dit Sylvaine. Est-ce que vous pensez qu'il y a moyen de reproduire, puisqu'elle pense que cette région qui a été bien servie par l'URPS qui a donné les coordinatrices, c'est peut-être pas vrai partout. Est-ce que vous pensez que c'est une piste intéressante? Bien évidemment, de toute façon, toutes les solutions qui permettent de réduire le nombre de patients sans médecin, de la prendre. Donc, il ne faut surtout pas se priver de ce type d'initiative. Après, de mémoire, on est à 200 CPTS en France, hein, je crois, alors que la loi est de 2016. Donc, on voit aussi que la difficulté, elle est dans la capacité qu'ont l'ensemble des professionnels de santé à se regrouper, à trouver un élément moteur, comme Mme Lelibou, qui rassemble tout le monde autour de la table et qui cherche des solutions communes, etc. Donc, hélas, toutes ces belles évolutions sont aussi dues ou dépendantes des personnes, mais elle a parlé de quelque chose qui me paraît fondamental, qui est la coordinatrice chef de projet.
qui vous dit « Ah, il faut 3 réunions, donnez-moi vos agendas, etc. » et qui pose les choses. On a eu dans la région centre cet élément moteur permettant d'avoir un salarié ou un salarié qui crée la dynamique, qui rassemble, qui fait les mails, qui prépare les réunions, qui regarde l'agenda de chacun pour que tout le monde soit présent. Et ce qui est un peu dommage, parce que ça fait quand même 5 ans que ces PTS ont été lancés, c'est qu'on n'ait pas pris cette bonne pratique de la région centre et qu'on n'ait pas démultiplié partout. Donc on voit aussi toute cette difficulté qu'on a à appréhender les bons outils et à faire en sorte qu'ils irriguent l'ensemble des territoires pour que ces bonnes pratiques puissent s'essaimer. J'aurais tendance à pointer la difficulté qu'ont les ARS à se centrer sur l'essentiel, c'est-à-dire faire en sorte que les citoyens accèdent aux soins, parce que c'est quand même une base de la Constitution avec la sécurité et l'éducation. Oui, donc nous avons eu aussi une question, mais je pense que Sylvain l'a un peu répondu. Il y a Philippe Gletz qui demande s'il n'y a pas une solution de triage pour gagner du temps sur chaque consultation. Mais le triage fait par qui? Il faut avoir une assistante qui fasse le tri, non? Oui, en fait, au début de la journée, on ne sait jamais comment on va se dérouler la journée avec mon assistante. Alors, pour les assistants, le gros problème aussi, c'est les problèmes du local. Il faut un local parce qu'en fait, l'assistante, elle a un cabinet médical. Elle est dans un cabinet médical. On a chacun notre pièce. Et ça, c'est un gros souci parce qu'il y a beaucoup de médecins généralistes qui exercent seuls, comme moi d'ailleurs, j'exerce seule, mais j'avais une pièce disponible. Et les MSP, les maisons de santé pluridisciplinaires, quand elles ont été faites il y a une dizaine d'années, elles n'ont pas pensé, en fait, elles n'ont pas raisonné en pensant que les assistants allaient se développer. Et du coup, on comptait un cabinet médical et une salle d'attente par médecin, alors qu'en fait, il faudrait maintenant compter 3 ou 4 pièces par médecin pour les prochaines maisons de santé pluridisciplinaires. Ça, c'est un problème aussi, les locaux. Hein. Et ça, on travaille avec les élus locaux pour ça aussi. Vous n'avez plus de la question. Non, mais c'est bon. Guillaume, qu'est-ce qui s'est dit lors des universités à propos de l'imposition d'une durée d'exercice d'1 ou 2 ans aux jeunes médecins? Cette idée revient souvent. Je pense que là, c'est pharmacien dans une commune de 5000 habitants avec un seul MG qui a plus de 60 ans dans le Sarthe, Michel Giquel. J'ai vu des questions. Oui. Je n'étais pas favorable à la coercition, ce qu'on appelle la coercition. Oui. Je fais partie de cette génération qui a fait son service militaire, on ne se posait pas la question de le faire. En revanche, dire à quelqu'un, voilà, vous avez fait 7-9 ans d'études et vous allez faire 2 ans dans un territoire sous-doté, je ne pense pas que ce soit une bonne chose. Ça ne va pas contribuer à l'épanouissement des professionnels de santé. Il faut trouver d'autres systèmes. Je réponds sur la question sur le PLFSS d'Anne-Laure Mercier. Moi, je n'ai pas trouvé dans le PLFSS beaucoup de mesures concernant les déserts médicaux qui pourraient aider. Voilà, on va essayer l'accès aux soins visuels un peu sur les délais d'attente. Après, on va financer des mesures de l'avenant 9 de la convention médicale pour ceux qui sont au courant, qui suivent ces informations. Mais oui, on va télésurveillance sur le diabète. On va faire au labo sans ordo. Il y avait des petites phrases comme ça qui ont été mises dans le PLFSS. Je suis pas sûr qu'on puisse faire des choses, comme je le disais, très organisationnelles, mais c'est pas le rôle du PLFSS de prendre des mesures autres que financières, sinon c'est un cavalier. Il faudrait faire ça dans un texte d'un DMO, de diverses mesures d'ordre social. Voilà, donc je ne trouve pas que dans le PLFSS, il y ait beaucoup de choses. Et dans l'avenant 9, il n'y a pas énormément de choses. Mais c'est compliqué parce que c'est des négociations conventionnelles dans la santé. Donc en fait, ça repose aussi sur la bonne volonté de chacun. Et je pense que c'est ça qu'il faut atteindre, c'est la bonne volonté de chacun. On pensait aux universités des déserts, ça commence en 2016. On s'est dit, bon, déserts médicaux, voilà, dans 5 ans, la question est complètement réglée. J'ai une alerte à un désert médicaux sur une application. C'est tous les jours des 2-3 articles sur des déserts médicaux ça revient vraiment. C'est intense. Alors, je ne sais pas si c'est la future campagne présidentielle qui veut ça. Et je n'ai pas entendu beaucoup de candidats. On aimerait bien les entendre sur ces sujets-là. Mais voilà, je pensais avoir réglé le problème. On s'est dit, on ne va pas faire une association pour 99 ans, c'est beaucoup trop long, une association de 1900. Voilà, donc on a beaucoup de questions, donc j'essaie d'aller au plus vite.
Il y avait une question sur suivre les notices, je ne sais pas si c'est une vraie question, suivre les notices nécrologiques pour remplacer les personnes décédées par... voilà, bon, ensuite, mettre en place des relais de santé avec des cabines et des bornes et des dispositifs en lien avec les acteurs locaux. Dominique. C'est des pistes. Il faut surtout, je le répète, il ne faut pas qu'on se prive de tous les outils qui réduiront le nombre de patients sans médecin. Donc évidemment, un chariot de téléconsultation dans les mains d'une infirmière qui sont quand même malgré tout plus nombreuses en milieu rural pour permettre de faire un renouvellement d'ordonnances, le suivi d'une maladie chronique sur certaines pathologies dans un parcours médical complet avec le suivi que le médecin, voilà. Pourquoi pas, comme la téléconsultation, mais je reviens juste sur le principe de la coercition. Il y a une piste qui quand même commence à émerger, même si elle ne fait pas l'unanimité, bien au contraire, c'est aussi le fait du non-conventionnement. À partir du moment où les gens s'installent dans une zone surdotée en médecins, qui dépasse un certain nombre. Après, il ne faut pas qu'on oublie malgré tout que nos jeunes internes qui finissent leurs 3 années d'internat ont été essorés, exploités et utilisés pendant tellement d'années qu'il leur est difficile d'entendre après comme discours que on vous a payé vos études. À vous maintenant de faire un effort de votre côté pour consacrer une partie de votre vie après 10 ans d'études. On leur demande ça quand même après 10 ans d'études pour 3 ans et donner de votre temps en milieu rural. On voit bien qu'il y a beaucoup d'hypocrisie là-dedans. Les séances hospitalières universitaires, on enlève les infirmières en formation et les internes, ils s'effondrent sur eux-mêmes. C'est scandaleux, on les exploite, ils font des horaires de fou en même temps que leurs études, etc. Et leur 3e année, ils poussent des brancards dans les couloirs. Enfin, donc, il faut aussi imaginer que faut trouver l'équilibre et peut-être réfléchir à quelque chose d'intermédiaire avec quelque chose qui se fait, mais qui n'est pas proposé par les doyens de faculté parce qu'on trouve que c'est dégradant, c'est des engagements d'accompagnement financier, justement pour faciliter les études de santé à des jeunes qui sont issus de familles modestes, avec une avancée financière pour leur permettre de vivre dignement sur des études longues, avec un engagement après derrière pour s'installer dans des zones sous-dotées. Ça existe, mais c'est hélas pas mis en valeur parce que dans les facultés de médecine, on estime que c'est pas d'actualité, surtout que plus de 80% des jeunes sont issus de la ville en formation de médecine et souvent de foyers plutôt aisés. Donc on voit bien que tout ça est bien compliqué pour arriver à un équilibre. La coercition, de toute façon, ça ne réglera pas de problème, vu qu'on aura de toute façon, quoi qu'on fasse, pas assez de médecins. Mais peut-être que de travailler sur le lien entre le nombre de médecins généralistes et le nombre de patients pour définir si oui ou non on peut conventionner le médecin, c'est peut-être une piste. Voilà, alors je vais retourner aussi dans les questions dans le chat parce que chronologiquement, je pense qu'il y en avait avant. J'avais vu de Valérie Garcia. Alors, chacun va répondre, mais vraiment en 15 secondes. Est-ce que vous pensez que les autorités sont au courant de la gravité de la situation? Oui ou non, Dominique? Oui, le Premier ministre, dans son discours de vendredi à notre congrès, a dit que de toute façon, la crise c'était pour 8 ans. Et oui, Olivier Véran, qu'on a rencontré il y a maintenant 6 semaines, est tout à fait conscient de la situation, même s'il dit l'inverse dans les radios. Il sait très bien que pour les 8 prochaines années, c'est la catastrophe. Bon, c'est peut-être la réponse, ça c'est vrai, donc je ne vais pas demander aux autres. Oui, on me parle, Michel Giquel qui dit que l'hôpital du Mans utilise toujours le fax. Commentaire, Sylvaine? Oui, bah, ça c'est vrai, parce que moi je fais des gardes de régulation au SAMU et on envoie les ordonnances par fax. Ça c'est vrai, et ce que je voulais dire aussi, c'est qu'on parle beaucoup du DMP, du dossier médical partagé, ou d'ailleurs dans l'avenant 9 dont parlait Guillaume, on nous met beaucoup la pression, mais il faut savoir que les hôpitaux ne sont incapables de les lire, hein. Donc voilà, on en est là, hein. En fait, les professionnels de santé libéraux sont beaucoup plus en avance que les centres hospitaliers. Voilà, donc il y a beaucoup de travail à faire encore. Eh bien, cela nous a... Allez-y, Guillaume. Le fax, c'est essentiel. Pardon, mais toutes les officines sont équipées de fax. On est sûr que ça passe.
On est sûr que ça passe par rapport à je veux dire, à un système autre qui est le système informatique. Et quand vous acceptez d'être dégroupé ou l'opérateur va vous proposer de retirer la ligne classique, vous ne pouvez plus avoir accès au fax. Vous savez, les fameux numéros. Voilà, donc c'est vrai que les grossistes, les rappels en pharmaco, enfin les rappels de l'eau, ça fonctionne. On sait que ça fonctionne comme ça. Voilà, c'est une sécurité. Oui, une question avec des concepts. On évoque comme piste la formation urbano-centrée des médecins avec la cible unique, l'hyperspécialisation et le passage favorisé dans les CHU. Ce n'est pas une piste, ça c'est plutôt un problème, non? Comment diversifier ce cursus pour les attirer vers davantage de régions? Mais en fait, les étudiants en médecine dans les CHU, enfin les internes, on doit faire un stage chez les médecins généralistes. Enfin, les étudiants en médecine générale doivent faire un stage chez les médecins généralistes, hein, quand même. Et moi, je pense qu'une des pistes, c'est en dernière année d'internat, on pourrait leur proposer, sur la base du volontariat, d'aller dans des cabinets qui sont vides, où les médecins sont partis en retraite sans être remplacés, avec évidemment un senior qui les chapeaute. Mais je pense que ça pourrait leur mettre le pied à l'étrier du monde libéral, mais les facultés, ça, elles refusent pour l'instant. Mais je pense que c'est un travail à faire, ça. C'est un travail à faire. Ils pourraient faire des stages de travail. Ils font bien des stages dans nos cabinets médicaux où ils sont quand même en autonomie, hein. On pourrait envisager ça quand même. Je pense que ça serait une des pistes. Dominique, vous vouliez ajouter? Oui, juste pour dire que j'ai participé à la rédaction de l'agenda rural et la mesure 83 était d'inciter les médecins internes à effectuer leur stage de fin de troisième année en zone sous-dotée. Et cette proposition a été retenue par le Premier ministre. Mais le premier déplacement officiel de M. Véran en tant que ministre de la Santé, il a été nommé le mercredi, son premier déplacement, c'était au Congrès des internes, où il leur a dit qu'il fallait qu'ils se rassurent et que cette mesure ne serait jamais mise en place pour éviter de leur faire de trop grandes distances. Voilà, c'est juste très... On revient à la question d'avant. Est-ce qu'il est vraiment au courant du désastre qui est médical, en fait, de l'absence? Il est au courant du désastre, mais il ne prend pas les bonnes mesures. Oui. Pourtant, c'était retenu par le Premier ministre, hein, comme quoi le ministre de la Santé fait ce qu'il veut. Voilà. Je cherche... Comment attirer l'installation? Donc, on voit se répéter dans les questions l'obligation, attirer. Et est-ce que donc les médecins dans ces zones où, en tous les cas, Sylvain ne s'est pas du tout plaint du fait d'être au bord du burn-out ou de s'en rapprocher. Est-ce que vous avez vu qu'avec l'installation de votre infirmière, ça a réduit la pression sur vous? Ah oui, oui. Je dis toujours, ma charge mentale a diminué de 80%. Ça m'a permis de faire d'autres choses. Mais en fait, pour éviter le burn-out, je pense qu'il faut diversifier les activités. Donc moi, je fais beaucoup de choses puisque je suis responsable de la CPTS, je suis secrétaire générale et généraliste SMM. Mais ça évite le burn-out. Mais c'est clair que quand on est aidé dans son cabinet par des assistants, des infirmières, on est largement soulagé, ça c'est sûr, hein, c'est sûr. La relation entre CPTS et attraction de l'installation de nouveaux médecins, c'est peut-être trop frais. C'est trop frais parce qu'en fait, ça date de 2-3 ans. Enfin, moi, ma CPTS, oui, elle a 2 ans. Mais comme ça permet des organisations différentes, on peut... Parce qu'en fait, l'installation des médecins, c'est du compagnonnage, en fait. Comme oui, disait Guillaume, c'est Guillaume qui disait l'incitation financière à l'installation, elle existe dans les zones déficitaires et pourtant, ça ne marche pas si bien que ça. Ce qui marche, en fait, c'est le compagnonnage. Si un interne se sent bien dans un territoire avec des confrères, des collègues qui l'aident, une organisation, il va plus facilement s'installer. C'est plus ça qui marche, en fait. Oui. Alors, Guillaume, est-ce qu'il y a, dans votre région, est-ce qu'il y a une maison de santé? Est-ce qu'il y a des maisons de santé? Est-ce qu'il y a des centres de santé en association avec des médecins salariés, des assistants médicaux? Des maisons de santé vides, comme dans beaucoup d'endroits où on a construit les murs avant de demander aux professionnels de santé ce qu'il leur fallait. Voilà. Ça a été aussi un problème pour les élus locaux, hein, qui pensaient bien faire en construisant une maison et il y en avait des places. Il y a CPTS, ça fonctionne. Je pense effectivement qu'il y a des associations
qui essaie de se débrouiller. On essaie quand même de travailler beaucoup dans mon coin sur l'appareil, l'attractivité, et comment faire en sorte que quelqu'un qui s'installe avec une incitation n'aille pas finalement un petit peu ailleurs. Et des expériences qui ont été menées montrent que les gens ont touché la prime, parce qu'ils avaient donné une prime, et qu'au bout de 2 ans, ils partaient. Hein. Donc, l'idée, c'est effectivement toujours de faire revenir des gens, comme disait Sylvaine, hein, des gens, des jeunes qui vont s'apercevoir qu'une fois sur place, dans leurs études, que c'est pas si désagréable que ça ne correspond pas forcément à ce qu'ils ont pu entendre dire dans la fac de Paris, Lyon, Bordeaux, voilà, et que ce n'est pas effectivement quelque chose de très triste. Mais c'est difficile, il y a un problème de logement, il y a un problème, il faut qu'il y ait d'autres logements pour eux aussi, il y a des cabinets médicaux, mais il y a le logement pour les professionnels de santé. On n'a pas de solution miracle. On n'a pas de solution miracle. Oui, je pense que le logement dans les milieux ruraux, il y en a. Mais Dominique, il y a combien de maisons de santé à votre connaissance? Au niveau national? Au niveau national, dans des milieux ruraux? Je ne sais pas. Ce que je peux vous dire, c'est que depuis maintenant quelques années, les maisons de santé qui sont sorties de cas l'ont été parce que, avec l'obligation d'avoir au départ un médecin au moins dans la construction du projet de santé, qui est obligatoire aujourd'hui pour construire une maison de santé, on est passé à 2 médecins, un minimum. On est revenu à 1 parce qu'on s'est rendu compte que dans certaines zones, par exemple, moi je suis dans un canton de 30 000 habitants, on a 3 généralistes. Donc, pour en avoir que 2 qui se mobilisent pour une maison de santé, on n'a pas de maison de santé, par exemple, dans le secteur où je suis. C'est très compliqué. Et on voit que des maisons de santé qui se sont construites il y a 3, 4 ans, 5 ans, dans l'idée avec des médecins qui souvent étaient sur le point de partir à la retraite et qui se sont construites avec eux parce qu'ils étaient présents dans le projet de santé et puis ensuite ils sont partis à la retraite, sont vides aujourd'hui. Donc, on a des maisons de santé vides parce que les élus ont fait les choses à l'envers, ça c'est certain. On a aussi des maisons de santé vides, alors que ça s'est construit sur les nouvelles bases des ARS en exigeant d'avoir des médecins dans le projet de santé. Mais malgré tout, ils sont partis et personne n'est venu derrière parce que c'est mathématique. Hein. Aujourd'hui, un médecin qui arrive dans un village, soit il est jeune parce qu'il sort de son internat, tout va bien, ou soit parce qu'on l'a piqué à quelqu'un d'autre. C'est obligatoire. Oui. Donc, en fait, on a beaucoup vu, ces questions reviennent les mêmes. Sylvaine, vous avez été aidée pour le recrutement des assistants médicaux sur le plan financier, non? Oui, parce qu'il y a un système, oui, la caisse primaire d'assurance maladie, depuis fin 2019, aide les médecins à embaucher des assistants médicaux. En fait, paye le salaire et les charges. Hein. Pendant 5 ans, renouvelable encore 5 ans, surtout dans les zones déficitaires, on peut embaucher une assistante médicale à temps plein. Donc ça, je pense que les confrères devraient utiliser plus ce système. Et en fait, souvent, ils sont bloqués par 2 choses. D'abord, par les locaux. Quand ils n'ont pas le local pour mettre l'assistante, ils sont bloqués, ils ne peuvent pas l'embaucher. Et aussi par le fait qu'ils sont, une grosse majorité de médecins ont plus de 55 ans, ils se disent, bon, je suis à quelques années de la retraite, est-ce que ça vaut la peine d'embaucher? Moi, je pense que oui. Oui, parce que cette personne peut continuer avec le successeur. Bien sûr, mais bien sûr. Donc, voilà. Oui. On essaie d'aller vite. Quid des infirmières azalées? La différence entre les infirmières azalées et les infirmières et les assistants médicaux, parce que les assistantes médicales ne sont pas forcément des infirmières, mais bon, c'est mieux quand c'est une infirmière, je pense, ou une professionnelle de santé. Mais les infirmières azalées, elles sont plus là pour faire de l'éducation thérapeutique, par exemple pour les diabétiques, pour les gens qui ont des bronchites chroniques, le sevrage du tabac, voilà. Tandis que l'assistante médicale, elle a un domaine beaucoup plus large, hein, c'est complètement différent. Je pense qu'à terme, les infirmières azalées seront remplacées par les infirmières de pratique avancée et les assistantes médicales. Mm-hmm. Alors, comme pas mal de fois, la question revient, Stéphanie, sur la télémédecine, sur qu'est-ce que ça peut faire. Est-ce que vous pouvez peut-être maintenant nous dire en quoi consiste ce sur quoi vous travaillez pour aider? Oui, avec plaisir. Et sachant que juste avant, pour rebondir notamment sur ce que nos 3 invités ont mentionné, effectivement, et je l'indiquais aussi en intro, le numérique, c'est pas une fin, c'est un moyen. Donc, le numérique ne réglera pas tout à lui tout seul. Et tout le sujet, ça a été dit et redit, je pense, c'est la notion de
de temps médical, d'organisation, de coordination entre les professionnels de santé. Donc, dans les faits, par exemple, quand on parlait notamment de téléconsultation assistée tout à l'heure, ça, je pense que c'est crucial, notamment pour le problème de l'électronisme. C'est-à-dire qu'accompagner qu'une personne soit assistée par une infirmière, ça permet déjà d'humaniser encore davantage l'acte. Je pense que ça rassure le patient et puis ça permet de fluidifier aussi l'échange avec le médecin. Ce que je souhaite aussi indiquer, effectivement, c'est là, en l'occurrence, chez Medavis, on voit bien qu'il y a tout ce sujet de temps médical, de ressources médicales. Et on vient de lancer là en septembre un projet, un programme qu'on a intitulé Confrères solidaires, où on travaille en fait régionalement. C'est-à-dire qu'il y a des tas de communes qui trouvent que ce qu'on peut faire avec les CPTS, c'est super, mais il n'y a pas forcément de médecins dans la commune et il n'y a pas forcément de CPTS constitués autour. Or, aujourd'hui, nous, on a 9000 médecins professionnels de santé qui utilisent l'un ou l'autre de nos outils et on est en train vraiment de créer une vraie communauté. Et donc, en Bretagne, là, on a initié les choses. On est en train de travailler avec des médecins qui utilisent Medavis pour qu'ils dédient un peu de leur temps afin de proposer des consultations à distance à des patients de Bretagne. Alors, vous entendez bien, là, j'insiste sur le côté breton parce que cette notion de territorialité, de proximité géographique, elle est importante pour nous parce que c'est toujours dans l'idée, le numérique doit être un pont vers le physique. Et donc, un médecin breton peut apporter un peu de son temps à un patient quelque part en Bretagne, et parce que derrière, si nécessaire, il pourra le réorienter vers une infrastructure relativement proche de chez lui. Et donc, on vient d'initier ce projet. On l'a démarré là sur la Bretagne parce que nous sommes bretons. On a déjà prévu aujourd'hui de le répliquer, notamment en Auvergne-Rhône-Alpes, et puis progressivement, on va répliquer dans les différentes régions où des médecins sont installés et utilisateurs de Medavis. Ok. Guillaume, il y a une question de Mathilde Manoutou qui dure depuis quelques minutes. Qu'est-ce que vous penseriez d'inciter à l'ouverture de plus d'antennes d'universités de médecine dans les milieux ruraux pour inciter les étudiants en milieu rural de choisir des études de médecine? Car aujourd'hui, la distance des universités est un frein financier et culturel. Donc, susciter plus de vocations. Alors, susciter plus de vocations, il y a la possibilité éventuellement, alors c'est très en amont, c'est de sensibiliser les lycéens qui veulent faire médecine dans les pensionnats, dans tous les territoires, y compris dans des petites villes dans lesquelles il y a déjà un lycée, et se dire, voilà, si on les sensibilise, ils vont pouvoir revenir, parce qu'ils connaissent la région, un peu ce que faisait cette démarche de Sylvaine, hein. Elle revient, elle travaille, parce qu'elle aime cette région, elle la connaît. Et c'est vrai qu'on revient, on a tendance à revenir dans sa région, parce qu'on l'aime, et qu'elle n'est pas forcément très sexy pour quelqu'un d'autre. Voilà, donc c'est peut-être de sensibiliser les gens qui veulent faire médecine, les professionnels des futurs professionnels de santé, à revenir après. Après, il faut voir avec les doyens si on peut faire des antennes, hein, les doyens des universités, mais je ne suis pas sûr que ce soit très facile à mettre en œuvre. Oui. On a déjà, est-ce qu'on a trop ou pas assez de CHU? C'est une question, mais voilà, c'est déjà des compétitions difficiles. Hein. Oui. En tout cas, je ressens la frustration du public parce qu'il y a tellement de questions, on arrive presque à la fin. Il y a eu deux propositions. L'un, c'est la création d'une fonction par une école, de créer quelqu'un qui serait un peu le médiateur entre le patient et le professionnel, donc accompagner le patient dans les usages e-santé, par exemple. Et un autre qui est des solutions digitales de triage sur tablette dans la salle d'attente. Mais si on dit qu'on est déjà dans des milieux qui ont moins accès et moins l'habitude. Il faut distinguer les soins programmés des soins non programmés. C'est deux choses particulières. On peut mettre en place tout ce qui va être télémédecine sur des soins programmés, mais le problème des urgences, Stéphane, oui, le problème des urgences est un autre problème aussi. Hein. Moi, j'avais peut-être des idées, nous avions des idées sur traiter les urgences, les afflux des urgences le samedi, mais voilà, si vous pouvez déjà dans les villages où il n'y a pas de médecin, aller faire des consultations le jeudi et le vendredi, il y aurait peut-être moins de stress, et je suis la patient qui le dit, hein, c'est pas ça, de personnes qui ont besoin de voir un médecin soudainement le samedi, et voilà. Parce qu'il y a aussi un peu de bobologie dans les urgences, il faut le dire. C'est vrai, là, ce que vous dites, mais en fait, c'est tout le problème du service d'accès aux soins qui est en train, voilà. Et pour l'instant, qui est à l'arrêt, puisque en fait, on n'a pas les financements qu'on avait escomptés.
Mais moi, j'ai fait un projet pilote service d'accès aux soins, donc 36, puisque je suis dans l'Indre, qui est prêt à démarrer et justement qui répond en journée à cette demande de soins non programmés. Et pour l'instant, la grosse majorité des 22 projets pilotes sont à l'arrêt puisqu'on n'a pas les financements voulus. Oui. Dominique, est-ce que vous avez un dernier mot que vous aimeriez dire après cette litanie de questions Non, c'était par rapport aux jeunes en fait qui rentrent dans cette belle profession qui est la santé. C'est de bien comprendre qu'il y a encore 2-3 ans, je ne sais plus si ça fait 3 ans, on avait même rajouté, il fallait sortir d'un bac S avec mention pour accéder à la première année d'études. Donc on voit bien le total décalage totalement fou hein, de la perception que peuvent avoir les doyens, hein, parce que c'est souvent d'où ça vient, de cet élitisme sur le métier de médecin et sur la réalité et sur la compétence et le regard que doivent porter les jeunes médecins sur nos territoires amis une fois cette étape des études passées. Et ça pose un véritable problème. Aujourd'hui, par exemple, ce côté élitiste pose une autre difficulté, c'est que les jeunes, une fois l'examen classement national, le CN, est fait, on a à peu près 2 tiers des jeunes qui partent en médecine générale qui voient ça comme un échec, parce qu'ils n'ont pas pu accéder à la spécialité qu'ils escoutaient, parce que leur classement n'est pas le bon, etc. On voit bien que, moins maintenant, moins maintenant, parce que la première qui était reçue au concours, elle a choisi médecine générale. Donc c'est moins maintenant. C'est l'exemple qu'on donne toujours, mais malgré tout, ayant passé beaucoup de temps à discuter avec des internes pour comprendre un peu leur cheminement et puis leur vie, parce que c'est important de ne pas jeter le bébé avec l'eau du bain, on se rend compte que c'est quand même pour beaucoup souvent un échec d'être en budget, parce qu'ils n'ont pas atteint l'objectif qui s'était donné au départ. Et tout ça est négatif à la fin. Oui, un dernier mot de Guillaume, très très court. Très court. Je reviens toujours sur le titre des événements, des interventions, des articles. Est-ce que les déserts médicaux sont l'avenir de l'e-santé? Pour moi, je le comprends. Est-ce que ça doit booster la e-santé? Et si c'est ça, je trouve qu'on est un peu mal parti parce que j'ai l'impression que la e-santé, auquel on m'a reproché dans une question d'être un peu trop convaincu, va déjà aider les gens qui sont déjà hyper connectés. Donc, il faut déjà qu'on soit tous connectés. Ça, c'est la base. Et ensuite, il va falloir qu'on travaille tous ensemble l'interopérabilité. C'est aussi le souhait de la direction du numérique en santé. Parce que si je fais aujourd'hui de la télémédecine avec un logiciel, je télécharge un document pour mon médecin, il me répond par une autre application sécurisée, et moi je lui réponds si je dois avoir une question supplémentaire par Hotmail ou Wanadoo. Voilà, donc on peut faire beaucoup plus simple et beaucoup, beaucoup mieux. Alors Sylvaine, vous avez été un peu la héroïne de cette séance, puisque en pratique, mettons en place tout ce qui sort de l'administration et étant quasiment en meilleure santé mentale, voire santé tout court. Alors, quel est votre dernier mot? Moi, je suis une optimiste. Je pense que les déserts médicaux, ça peut être une chance pour justement complètement changer nos modes de fonctionnement, enfin les modes de fonctionnement des professionnels de santé libéraux, et il faut leur faire confiance parce que les libéraux sont toujours adaptés. Et donc, faisons confiance à nos professionnels de santé. Oui, et avant de donner la parole pour clore à Stéphanie, moi, je pense que la solution c'est pas l'e-santé, c'est la communication et la formation et l'information. Sylvaine nous a montré que c'est possible. Dominique a fait toutes les études. Guillaume sait réunir les personnes et travailler toute la stratégie de politique, mais il n'y a pas assez de gens bien informés, notamment au niveau du corps médical, de toutes les possibilités de comment on pourrait faire. Ça, c'est mon avis. Et alors, Stéphanie. Je vais conclure rapidement puisque l'heure est déjà passée. On a été quand même jusqu'à 80 sur cet événement aujourd'hui. Donc 85. Et c'est plus parce qu'en fait, ça tourne. Donc, on a peut-être eu 100 personnes.
On a peut-être 800 personnes. En tout cas, voilà, preuve que le thème passionne et soulève les foules. Je souhaite vraiment remercier nos trois invités. Merci beaucoup Sylvaine, merci Dominique, merci Guillaume, à la fois pour votre temps et puis pour ces messages que vous portez. En tout cas, je pense que moi, je suis comme Sylvaine, je suis une optimiste indécrottable et donc je pense que, voilà, encore une fois, comme vous disiez, Guillaume, pour en revenir au thème, et le numérique n'est pas la solution à tout. Je pense, n'empêche, que le numérique peut permettre parfois d'abolir des distances, de faciliter la coordination, mais il y a bien entendu beaucoup de choses encore à construire. Voilà. Bon après-midi à tous. Merci beaucoup. Merci pour vos messages qui sont enregistrés. Si on trouve plus d'informations, on vous répondra. À très bientôt.